Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on se connecte à 19h30 pile poil pour l'heure du live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous, ça y est, hein, l'été est bien parti ici à Montpellier. Il fait beau et chaud. On est en tongs et en short depuis quelques semaines et on a la chance de pouvoir aller se baigner à la mer parce que la mer est à proximité d'ici. Nous, on est dans le centre, donc dans l'écusson de Montpellier. Et pour vous faire rêver un petit peu, il suffit juste de prendre notre vélo quand on termine notre travail et puis aller en 45 minutes pour ceux qui pédalent un peu doucement. On arrive à la plage et on peut se baigner. Donc c'est vraiment du luxe, je trouve, d'habiter ici, quoi. Alors, je vous rappelle quelques petites choses, le temps que vous arrivez tous et que vous puissiez me dire en fait que la connexion est bonne, que vous m'entendez. Je vous rappelle du coup le film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est donc en accès gratuit à vie sur YouTube. Il vous suffit juste d'aller sur YouTube et taper C'est quoi le bonheur pour vous, le film. J'ai pris cette décision après le confinement, donc il était en accès gratuit pendant le confinement et j'ai pris cette décision après de le laisser définitivement à vie pour que vous puissiez en profiter. Vous êtes déjà un peu plus de 810 000 personnes à avoir vu le film gratuitement sur YouTube, qui vient s'ajouter aux 1 million de spectateurs qu'on a réussi à faire lors de sa sortie en 2017. C'était assez magique. Je vous rappelle, j'ai été dans plus de 350 salles de cinéma et j'ai pu échanger avec le public. C'était vraiment une expérience magnifique et c'est tellement agréable de voir en fait que ce film continue son petit bonhomme de chemin. Je suis encore invité là sur 2020 et 2021 dans des salles de ciné et dans des bibliothèques et dans pas mal d'endroits, dans le monde de l'entreprise aussi, pour échanger, pour débattre après le film. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que je peux me déplacer sous certaines conditions pour, si vous organisez une projection, pour débattre après la projection avec les personnes qui seraient présentes. Je vous rappelle aussi du coup que j'ai réalisé une suite avec Laurent Queyrat. Donc ces deux films ont été co-réalisés avec Laurent Queyrat. L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est donc la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous. Vous la trouvez en accès libre, payante, pardon, sur le site éducationalternative.fr. J'avais commencé donc du coup une tournée du film avant qu'on rentre en période de confinement. J'étais parti au Maroc, en Belgique et en Suisse. Et donc, tout ça va reprendre maintenant en 2021, mais il est donc en accès en version numérique et en DVD. Et puis, dernier point, c'est donc le 4e congrès Innovation en éducation qui se tiendra le 24 et le 25 octobre à Paris, dans l'espace Charenton. Je vous rappelle que la billetterie est en ligne et uniquement en ligne. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez prendre vos billets. Il y a déjà un peu plus de 350 places, je crois, qui sont parties sur 1100. On peut accueillir 1100 personnes. Donc, surtout, ne tardez pas trop. Avant que notre invité arrive, je vous rappelle qu'elle est l'auteur de plusieurs livres. Donc, Mélusine Harlet a écrit Les 5 clés d'une éducation réussie. Ah, alors attendez, on va attendre que le téléphone s'arrête. Non, je vais aller l'arrêter, ce sera plus simple. Voilà, désolé pour ce coup de téléphone. Donc, les 5 clés d'une éducation réussie. Elle a aussi écrit licenciement côté psy, comment faire face. Elle a également écrit ce livre, École et télévision, le choc des cultures, réalité, mythe, imaginaire. Et puis, attentat et télévision, parole et images. Donc, je vais la faire apparaître sous un simple coup de baguette magique. Et donc, normalement, tu vas arriver d'ici 3 secondes. Et voilà, te voilà. Comment ça va, Mélusine? Ça va bien, très bien. Ça va. J'ai eu un petit appel téléphonique, j'ai dû décrocher. Alors, tu as passé une belle journée? Superbe journée, j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu plus frais chez moi que chez toi. Le ciel est un peu gris, mais bon, en même temps, la nature se repose, elle est contente, elle a pris beaucoup de chaud, donc là, on est bien. Ouais, ok. Ouais. Alors, je vais rappeler un peu le contexte, pourquoi en fait je t'invite ce soir. Donc, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que c'est tous les mardis à 19h30 maintenant, sur la page Facebook du Festival pour l'école de la vie. Pourquoi je t'ai invité? Parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît.
Je t'ai rencontré pour la première fois lors de la réalisation du film L'école de la vie, une génération pour tout changer, où on a parlé éducation, parce que tu fais partie justement de ces spécialistes. Ouais. Tu es un peu comme moi dans le sens où tu as plein de casquettes, et donc tu vas pouvoir nous dire un peu tout ce que tu fais. Ouais. Et j'avais vraiment apprécié notre échange. Puis après, on est resté en contact, à donner des conférences aussi aux événements qu'on organise, donc au festival pour l'école de la vie et au congrès innovation en éducation. Et puis voilà, j'avais envie de t'interviewer ce soir, comme je le fais de manière très informelle, parce que je trouve que tu fais partie de ces acteurs en fait qui se bougent un peu dans l'ombre, j'ai envie de dire, en tout cas pas assez médiatisés. Et voilà, j'aime mettre une lumière un peu sur l'existant, et si ça peut déboucher sur d'autres choses, tant mieux. Donc je vais te laisser te présenter Mélusine pour les gens qui ne te connaissent pas. Wow. Ok, merci Julien, merci pour ton invitation. Je suis absolument ravie d'être là et de te connaître aussi. Je trouve que ce que tu développes est vachement intéressant. Merci. Tu fais avec une énergie assez phénoménale, et tous les gens qui t'accompagnent et qui t'entourent aussi font un sacré boulot. Ouais. Pour avoir participé plusieurs fois effectivement à tes événements, donc chapeau. Merci. Fantastique. Voilà, ça c'était quand même… Non mais c'est important de le dire, je pense, parce que effectivement, quand on se bouge, parfois on peut être critiqué, pas forcément reconnu, et c'est important de le dire. Alors, donc je suis Mélusine Harlet, je suis une maman heureuse de 2 charmantes filles qui sont maintenant des adolescentes. Je suis docteur en communication et en éducation aux médias, sémiologue à l'origine. J'ai grandi dans une école parallèle, enfin qu'on appelle parallèle, innovante, puisque j'étais dans une école Steiner, de la maternelle à la 3e, et puis après j'ai rejoint le système classique dans le privé, puis après j'ai fait des études universitaires. J'étais d'abord journaliste, c'est pour ça que j'ai écrit quelques bouquins. Après je suis devenue chercheur, après j'ai travaillé à l'UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, où j'ai développé le partenariat de l'UNICEF avec les collectivités territoriales, qui s'appellent les villes amies des enfants, et puis les collectivités amies des enfants. Et puis, en 2010, j'ai quitté l'UNICEF pour créer une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Habile Conseil et Formation. Alors, ça fait un peu tartine, hein, mais j'ai rejoint la Fabrique Spinoza, où là, j'ai participé à la création des ateliers du bonheur à l'école. Et puis, à ce moment-là, j'ai écrit les 5 clés d'une éducation réussie, effectivement. Et puis, en 2017, même avant d'ailleurs, en fait, je me suis aussi engagée dans la vie associative au niveau local. Donc, je suis conseillère municipale depuis 2014. Donc, je rappelle, un conseiller municipal est bénévole. On en parlait tout à l'heure avec Julien. En 2017, j'ai été candidate aux élections législatives. Et puis maintenant, je suis toujours conseillère municipale, conseillère communautaire et présidente d'une association de développement du territoire. On pourra en parler également. Wow. Et évidemment, toujours lié à l'éducation, au bien-être, au bonheur. C'est-à-dire que je suis intimement convaincue que si on est heureux, on a envie aussi de faire rayonner ça, malgré notre vulnérabilité, malgré la vulnérabilité de notre société. On voit bien ce qui se passe, c'est quand même très compliqué. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir agir. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qui te pousse justement, tu vois, à vouloir agir? C'est quoi cette flamme? Qu'est-ce qui te motive en fait derrière tout ça, quoi? C'est une super bonne question. Je me la pose de temps en temps. J'ai pas forcément la réponse. Je crois que je ressens ce besoin-là parce que c'est ma raison d'être en fait. Je pense que j'ai eu finalement beaucoup de chance dans ma vie, même si comme tout le monde, je connais des épreuves. Et j'ai envie de partager cette énergie, et j'aime que les gens autour de moi puissent se réaliser dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont envie d'être, dans leur potentiel. Voilà. Et donc je pense que, et puis je suis une fervente convaincue des droits de l'homme. J'ai en plus été à bonne école à l'UNICEF sur les droits des enfants. Je pense que c'est pas un gros mot de parler de droits de l'homme ou des droits des enfants. Je pense que c'est pas un gros mot de parler de bonheur, de bien-être. Et pour toutes ces raisons-là, c'est ma bataille. Ok. Est-ce que tu peux nous développer un peu le livre, tu sais, les 5 clés d'une éducation réussie? Oui. Alors, dans les 5 clés d'une éducation réussie, on est parti de l'idée que justement, il y a 5 clés de base qui permettent de favoriser un plein épanouissement des enfants. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis à la base chercheur, enfin, parmi mes multiples casquettes, mais j'ai gardé ce fond d'apprenti chercheur ou de chercheur, artisan chercheur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les sciences du bien-être, les sciences du bonheur, pour essayer de comprendre quels étaient finalement les invariants, les fondamentaux qui permettent de favoriser l'épanouissement des enfants aujourd'hui et puis demain.
Alors, la première clé dans mon bouquin, eh bien, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi en tant que parent et puis la connaissance de soi en tant qu'enfant. Donc, ça veut dire que très concrètement, en tant que parent, eh bien, ça peut être très, très profitable d'échanger avec l'enfant dès le plus jeune âge sur ses ressentis, sur ses préférences, sur ses appétits, de lui permettre de découvrir le champ des possibles, de tester le champ des possibles, afin de l'aider petit à petit à faire ses choix de vie en conscience. Donc ça, c'est vraiment la connaissance de soi. La deuxième clé, c'est l'autonomie. Alors là aussi, en fait, si on permet à un enfant d'aller vers une forme d'autonomie dans ses apprentissages, c'est contrôlé, guidé par l'adulte, eh bien, on renforce ce qu'on appelle en psychologie positive la capacité d'agir. C'est-à-dire que l'enfant, quand il va tester, faire des erreurs, réussir par lui-même, eh bien, il va voir qu'il est capable. Il va dire, bah, je suis cap. Ou là, je suis pas cap, mais c'est pas grave. Mais comme c'est lui qui aura fait ce test-là, eh bien, il se sentira beaucoup plus fort, beaucoup plus apte. Et donc, ça va lui permettre derrière de changer le monde, de déplacer des montagnes ou pas, en fonction de ses envies. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Le troisième pilier, c'est le sentiment de bien-être. Alors, pas le sentiment de bien-être forcément au sens... enfin, le bien-être, hein, c'est relever des contours assez différents selon ce qu'on peut... la définition qu'on peut donner, mais en psychologie positive, on parle donc de sentiment de bien-être, et il y a le bien-être des émotions, et il y a le bien-être de moi, je pense que j'ai une vie heureuse. Et puis, il y a le bien-être de « je pense que je peux avoir une vie heureuse », qu'on appelle le bien-être aspirationnel. Travailler sur ces éléments du bien-être-là, en rajoutant en plus, alors là, c'est là que moi j'ajoute quelque chose, enfin une approche assez holistique, hein, finalement intégrale de l'éducation des enfants. Travailler sur cette approche-là du bien-être en ajoutant la dimension sensorielle, émotionnelle, relationnelle, eh bien, ça permet d'avoir une éducation absolument complète. Donc ça, c'est le troisième pilier. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein, donc, non, ça va. Voilà. Ensuite, il y a la co-construction. Donc ça, c'est aussi extrêmement important, notamment la co-construction des règles de vie. Alors bien sûr, quand l'enfant est tout petit, c'est plus compliqué, mais très vite, on peut lui donner le choix. Par exemple, lui montrer, même quand il ne parle pas encore, lui montrer un aliment. Si l'enfant dit non, ben, c'est pas grave. Ça va pas, on ne va pas en faire un enfant roi, en fait. On va lui permettre d'exprimer ses préférences, d'adapter en fonction de ses préférences, et petit à petit, là aussi, de l'aider lui-même à faire ses choix. Alors, ça présuppose que dans la proposition parentale, dans la proposition éducative, on est extrêmement riche. On va donner énormément d'éléments pour que justement l'enfant soit en capacité de faire ses choix. Et puis alors, la cinquième clé, alors je ne veux pas, vous voyez, j'ai pas révisé mon bouquin, que j'ai fait. La co-construction, l'autonomie, la connaissance de soi. Ah oui, et un élément évidemment extrêmement important, c'est la prise en considération de l'enfant comme une personne. Julien, tu sais comme moi que parfois dans l'éducation traditionnelle, on va partir du principe que nous, on est les adultes, on sait tout. Ouais. L'enfant, c'est juste un vase qu'on doit remplir et qui doit se taire. Ouais. On connaît la racine du mot enfant. Eh bien, en fait, dans les 5 clés d'une éducation réussie, dans cette nouvelle éducation que j'appelle de mes voeux, comme beaucoup de personnes, hein, on part de l'idée que l'enfant est un petit homme et qu'à ce titre, il mérite écoute, altérité, et que notre job d'éducateur, c'est un peu ce que disait Janusz Korczak, c'est-à-dire se mettre à la hauteur des sentiments de l'enfant, à l'écoute des enfants, pour l'aider à grandir et à s'épanouir. C'est clair, ouais. Quand je t'écoute, je me dis, mais comment font les personnes, les parents qui nous écoutent, parce que, en fait, ça déborde beaucoup de bon sens, tout ça, mais tu vois, on nous a pas, nous, éduqués en tant que parents, tu vois, aller dans cette direction-là. Donc, par exemple, tu vois, là, il y a une question d'une personne qui nous dit, la connaissance de soi en tant que parent ne vient-elle pas au fur et à mesure? Alors, oui, bien sûr, évidemment. Je pense que ce que je propose dans mon livre et la connaissance de soi, c'est finalement un chemin de vie. Et tous ces éléments que je donne font partie finalement de choix, de quêtes qu'on peut faire. Alors d'autant plus que comme on évolue toute sa vie, la connaissance de soi aussi évolue toute sa vie. Et c'est ça qui est magnifique. Mais être dans cette dynamique-là et se dire, mais je vais essayer de comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes envies, quels sont mes choix de vie, et les assumer en tant que tels, sans forcément dire c'est la vérité, mais c'est mon choix. Déjà là, on est dans la connaissance de soi et dans la connexion à soi. Et en fait, c'est cette conscientisation de soi en tant que parent, en tant qu'éducateur,
qui permet d'être beaucoup plus à l'aise finalement aussi dans sa relation éducative avec les enfants. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui veut dire qu'on a une vraie responsabilité en tant que citoyen, tout simplement, de prendre soin de soi. Absolument, Ouais. absolument. Je pense que c'est fondamental. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à faire cette démarche qui finalement est assez simple, à prendre ce temps-là régulièrement, ça peut vraiment changer la donne. Ouais, c'est clair. C'est tout ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. En fait, moi, c'est là où je te rejoins complètement, c'est que je me dis qu'on devrait accompagner les enfants le plus tôt possible, justement, tu vois, à ce que j'appelle moi à être. C'est-à-dire essayer de trouver un équilibre entre le savoir et l'être. Tout ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. Et je me laisse imaginer que si on allait dans cette direction, si on les accompagnait, on ferait vraiment sûrement des jeunes adultes très différents de ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, dans la mesure où ils seraient beaucoup plus connectés à ce qu'ils sont réellement, en fait, et non pas ce que veut la société, quoi. Oui, oui. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit l'éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, il y a un véritable décalage entre les besoins de la société et ce qu'on enseigne aux enfants. Et effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre de compétences d'avenir qu'on n'enseigne pas forcément aux enfants, dont par exemple la connaissance de soi et le fait d'être tout simplement et de pouvoir être ce qu'ils sont vraiment, bien sûr, dans le respect des autres enfants, etc. Et pour ça, il faut juste effectivement qu'il y ait un autre rapport à l'enfant. Je vois que tu es en train de lire toutes les questions. Non, j'ai pas le temps de tout lire. Mais ça, c'est hyper important, effectivement. Et je pense que en tant que parent, en tant qu'éducateur, si on peut le faire, c'est vraiment fantastique aussi d'échanger avec l'enfant là-dessus et de lui dire, mais tiens, j'ai vu que tu étais comme ça. Comment tu te sens quand tu es comme ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est toi? Enfin, tout ça, c'est ce qui va permettre à l'enfant de s'épanouir et de gagner confiance en lui et d'être bien dans ce qu'il est. Et donc, quelque part, de réussir cet épanouissement, en tout cas, de semer des graines d'épanouissement chez l'enfant. C'est clair. Autant je me dis, c'est peut-être un peu plus accessible pour des parents, parce qu'ils n'ont pas une classe avec 30, 40 élèves. Autant je me dis, pour les enseignants, c'est hyper challengeant, tu vois, parce que moi, je te rejoins à 100%, et je me dis, mais ça doit être un casse-tête, en fait, pour les enseignants, tu vois, d'essayer d'accompagner les enfants un peu comme ils sont, quoi. Alors, je pense que pour les enseignants, tant que le système éducatif sera fait avec les systèmes de contraintes qui sont aujourd'hui donnés aux enseignants, c'est effectivement quasiment impossible. Alors, sauf avoir vraiment des petites classes, hein, mais j'accompagne un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées, que ce soit du public ou du privé, ou du très innovant ou très, entre guillemets, normal. Et je vois que même dans les établissements innovants, à partir du moment où on a un groupe important, c'est compliqué. Même si on veut jouer avec les complémentarités, même si on veut faire de la coopération, même si on veut vraiment être au maximum à l'écoute de chaque personnalité des élèves, je pense que pour qu'on puisse y arriver, où il faut faire des classes plus petites, où il faut vraiment changer l'organisation, où déjà au moins il faut commencer par avoir une approche d'intégration des élèves en début d'année, avec une semaine d'intégration par exemple à chaque année, qui permettent de voir comment fonctionnent les élèves, etc., de faire un parcours d'apprentissage qu'on va penser sur l'année, avec des modalités d'apprentissage qui vont être différentes finalement selon les élèves, avec des temps individualisés, avec des temps en groupe, et c'est là qu'on pourra changer la donne aussi. Qu'est-ce que tu constates justement, toi qui vas dans l'éducation nationale, qui vas dans des écoles dites nouvelles, c'est quoi ton constat ces dernières années? Alors, mon constat, il est multiple. Hein. La première chose, c'est que, bon, c'est ce qu'on dit hein, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et même plus finalement, c'est qu'il y a énormément d'innovateurs, énormément de pionniers partout, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement catholique, dans les écoles alternatives, et que finalement, l'innovation n'est pas l'apanage d'un secteur ou d'un autre. On voit que partout, il y a des gens de bonne volonté qui font des choses magnifiques, qui ne sont pas forcément audibles ou visibles. Alors, l'éducation nationale essaie de les rendre plus visibles, mais alors après, il y a des modes aussi dans l'éducation nationale, malheureusement. Donc, un coup, on parle de bien-être et puis, ça passe. Bon, j'espère que ça va s'ancrer un peu plus. Donc, la première chose, c'est que on voit qu'il y a une volonté de transformation, d'évolution, de prise en considération, justement, de l'enfant pour ce qu'il est, même si ça prend du temps et même si c'est pas encore généralisé, mais on sent qu'il y a cette dynamique-là qui est fantastique. Ensuite, on voit qu'il y a évidemment encore beaucoup de freins institutionnels, de freins dans l'organisation même des structures, de freins aussi dans les compétences, parce qu'on parle de connaissance de soi, mais
Moi, ça fait que 10 ans que je travaille en connaissance de moi et j'ai encore du boulot. donc on voit bien que faut aussi accepter notre imperfection et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on y va petit à petit. Donc voilà, il y a d'un côté ce fantastique mouvement qu'on ressent, de l'autre des freins. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur, parce que le changement, ça fait peur. Après, structurellement, il y a des gros freins qui peuvent un peu inquiéter, notamment par rapport à l'éducation nationale. Mais dans l'ensemble, il y a une vraie volonté. Je trouve aussi qu'il y a une plus grande écoute des parents, de plus en plus. Alors, ça prend du temps. Puis, il y a aussi une nouvelle génération d'enseignants qui arrive, une nouvelle génération de directeurs d'établissement et directrices d'établissement qui arrivent, où on voit que il y a une prise en considération et de la famille et des spécificités des enfants qui est plus importante. Donc, je suis assez optimiste quelque part quand je vois tout ça. Mais c'est quand même frustrant parce que ça prend beaucoup de temps, qu'on a quand même une urgence. On l'a vu avec le Covid. Alors là aussi, on a vu avec le Covid la fantastique mobilisation des enseignants. Moi, j'étais bluffée. Je voyais mes filles travailler à distance avec des profs extraordinaires. Alors bien sûr, dans les médias, on nous parle des 5% qui ne sont pas là, etc. Mais en fait, la majorité, c'est des gens qui se bougent. Et donc, il y a cette énergie, ce courage qui sont absolument fantastiques aussi, quoi. Oui, c'est clair. Ça, c'est bien de le souligner parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. On ne remercie pas assez les enseignants pour le travail qu'ils font et qui est juste magnifique à mon sens. Tu sais, moi, je dis très souvent, un peu comme dans Vie ma vie, il faudrait que ceux qui critiquent soient enseignants juste pendant un mois ou une semaine, juste une semaine, pour mesurer, tu vois, vivre l'expérience. Parce que franchement, c'est merci pour ce que vous faites, les enseignants, c'est top. Et reposez-vous bien pendant les vacances. C'est clair. Non, c'est un travail incroyable, vraiment incroyable. À tous les niveaux, c'est phénoménal. Et après, c'est vrai que moi, je te rejoins. J'ai plutôt cette vision optimiste des choses en me disant qu'on avance dans la bonne direction. Mais qu'à l'image de la France, tu sais, moi, j'aime bien voyager. Donc, je pars souvent à l'étranger. Et j'aime bien parler de ces sujets, évidemment, avec les personnes que je croise. Et j'ai toujours ce sentiment, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, voire plus, quand je reviens en France, tu sais, un sentiment, je me dis, c'est fou, comme on a 15 ans de retard sur tout, en fait. Tu vois, c'est pas que l'éducation, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la santé, c'est plein de choses, quoi. Et en fait, c'est pas comme si on n'avançait pas dans la bonne direction à chaque fois, on va dans cette bonne direction pour tout, sauf que nous, on met vraiment beaucoup de temps, en fait. C'est un peu comme un escargot, il faut être très, très patient. Alors, c'est là que ça peut être quand même très frustrant, hein. C'est vrai que, par exemple, quand on va en Angleterre et qu'on voit devant les écoles des grandes bannières avec marqué nous avons confiance dans les potentiels de nos enfants, etc. Et qu'on arrive en France et qu'on voit encore certains enseignants être extrêmement critiques par rapport à un enfant juste parce qu'un jour il a mal parlé à un prof, même si bien sûr il faut bien se comporter. Mais effectivement, cette lenteur française, c'est parfois ce qui fait un peu peur par rapport à la suite des événements face aux différentes urgences qu'on risque de connaître. Ouais. Et on se dit, purée, on est un peuple très résilient, on est un peuple qui a des capacités fantastiques. Ça serait quand même bien que ça aille un peu plus vite. Ouais, c'est clair. Et pour autant, comme on se le disait quand on faisait notre petit point technique, pour autant, il y a de plus en plus de méditation à l'école, de yoga à l'école, d'ateliers philo et méditation avec la Fondation Sèvres, de sophrologie, d'hypnose. Alors que, moi je dis très souvent, en 2003, quand j'ai créé mon entreprise, moi je parlais juste de séjour bien-être et on pensait que j'avais créé une secte quand même, tu vois. Oui, alors tout ça c'est très bien, mais moi je pense qu'il faut aller un pas encore plus loin, c'est-à-dire que ça c'est fantastique, mais c'est la structure même des manières d'apprendre qu'il faut faire évoluer. C'est-à-dire avoir des apprentissages descendants, il en faut, avoir des travaux, des préparations d'exposés, etc., c'est très bien, mais toute la dynamique expérientielle, par exemple, doit être beaucoup plus forte, toute la dynamique de pédagogie de projet, elle doit être beaucoup plus forte, des apprentissages autonomes plus conséquents, des chefs-d'œuvre, avoir plus d'activités artistiques, enfin, redonner ces lettres de noblesse aussi à l'approche manuelle. Voilà, tous ces éléments-là, à mon avis aussi, qu'il faut faire évoluer. Et dans la relation à l'enfant même, être dans une relation, un maximum de confiance, d'encouragement. Mais attention, quand je dis confiance et encouragement, c'est aussi de rigueur et d'exigence. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui permettent à l'enfant vraiment de donner le meilleur de lui-même. Ouais. Et c'est ça peut-être qu'on pourrait espérer voir se développer plus aujourd'hui, je trouve.
Parce que ça, c'est aussi générateur d'épanouissement et de bien-être. C'est-à-dire que faire de la méditation, etc., c'est nécessaire et la recherche montre à quel point c'est vraiment très précieux. L'éducation émotionnelle, c'est fondamental et on voit que c'est en train de se développer aussi. On parlait tout à l'heure du travail de Laure Reynaud, on parlait aussi de la magnifique mallette Covid. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, allez-y, c'est téléchargeable, c'est gratuit. Il y a énormément d'activités de la maternelle au lycée en passant par les parents. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer, on a encore du mal dans notre pays, c'est la relation à l'élève. C'est cette relation d'altérité, au sens de, bien sûr, je suis l'adulte et tu es l'enfant, mais tu es aussi un petit homme, tu es connecté à tes besoins, à tes envies, à tes potentiels, et je peux t'accompagner à révéler tout ça. Non, c'est clair. Tu crois que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles nouvelles ou alternatives qui se créent? Alors, ce que j'ai pu observer dans les écoles nouvelles et alternatives, c'est souvent en fait un déficit de confiance de la part des parents. Ça, c'est un élément possible. Le fait qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des difficultés ou être différents et que finalement, ça ne se passe pas forcément bien pour ces enfants-là et donc on les enlève. Donc ça, je dirais, c'est les deux raisons peut-être les moins rigolotes, mais qui existent. Et puis, il y a aussi des pionniers, des gens qui se disent, mais on peut vraiment révolutionner le système, on a plein de belles idées, on y va. Alors, je pense, bon, il y a énormément d'écoles de ce type-là. Il y a la Lab School, tu as fait intervenir notre ami. Il y a les petits écoliers ici, les Moulineaux aussi, que j'accompagne. Il y a énormément d'écoles où là, effectivement, il y a cette volonté d'être des pionniers, de faire quelque chose de différent, de tester et d'accepter qu'on peut se tromper, mais on y va avec des relations à l'enfant qui peuvent être fantastiques. Ce que j'observe aux petits écoliers, par exemple, à chaque fois, c'est extrêmement émouvant. Parce qu'on voit qu'il y a cette recherche permanente d'amélioration dans une relation très belle à l'enfant, quoi. Ouais, alors après, moi je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'on dit très souvent et ce qui est une réalité, c'est que ça reste très élitiste, c'est-à-dire que c'est quand même pas accessible à tout le monde. C'est ce qui pêche, à mon sens, en fait, pour toutes ces écoles qui se créent, parce que le constat que j'observe depuis un peu plus de 7 ans maintenant, que je mets de l'énergie là-dedans, c'est qu'à mon sens, tous les ans, il y a à peu près 30% en plus d'écoles nouvelles qui se créent, donc il y a vraiment une demande, j'ai envie de dire, un peu globale et générale, sauf qu'elles s'appuient tous à chaque fois sur un modèle économique qui est exactement le même. En fait, c'est les parents qui payent l'école. Et donc, les coûts sont prohibitifs pour beaucoup de couches sociales. Et je trouve ça très dommage parce qu'on pourrait réfléchir un peu comme un chef d'entreprise et se dire que on pourrait imaginer d'autres sources, tu vois, financières qui viendraient se greffer à l'école pour essayer de baisser justement le coût des parents. Ça s'est déjà fait. Il y a déjà des écoles qui vont dans ce sens-là. Et moi, je trouve que c'est même pas la solution, que c'est vraiment dans nos écoles publiques, tu vois, c'est vraiment à l'école nationale, en fait, où il faudrait vraiment mettre de l'énergie et, comme tu le dis, accélérer davantage les choses, quoi. Alors, par rapport aux écoles privées, pour avoir participé à l'aventure du collège Montessori de Rennes, la difficulté qu'on avait, alors nous, on voulait vraiment que ce soit une école qui puisse accueillir un maximum d'enfants, quels que soient les revenus des parents. Et donc, on avait mis en place un quotient familial. Mais résultat des courses, en fait, on a eu des vrais soucis financiers. Donc, on a trouvé des mécènes, etc. Mais ça a été quand même très, très compliqué. Après, la raison pour laquelle les écoles privées hors contrat, parce qu'au départ, toutes les écoles sont hors contrat, sont aussi chères, c'est qu'effectivement, au départ, comme elles sont hors contrat, elles n'ont aucun financement autre que le financement des parents. Mais je te rejoins totalement. Je pense que par rapport à ce type d'école-là, il y a évidemment d'autres modèles à inventer. Et puis, par ailleurs, moi, ce que j'appelle de mes voeux, effectivement, c'est vraiment faire évoluer les structures existantes, accompagner cette évolution. Il y a encore une fois énormément de bonne volonté, donc je pense que c'est possible. Et si ça se fait en plus avec les parents, avec la volonté politique, alors il y a aussi, par exemple, des collectivités territoriales maintenant qui commencent à travailler sur ces questions-là. Je pense à la mairie de Cannes, que j'accompagne aussi sur ces questions-là, qui veut transformer 2 écoles publiques, faire évoluer 2 écoles publiques, bien sûr, avec les enseignants, avec le rectorat, etc. Donc, on voit qu'il y a des mouvements aussi qui sont en train de se faire, finalement, par rapport complémentaire de la part de la collectivité, dans le cas précis que je présente là. Donc, il y a des nouvelles choses qui se font aussi. C'est très intéressant. Et là, on est sur du public. Et pour les parents, il y a des choses qui se font parce que je trouve qu'on parle souvent des enfants, tu sais, comme on en parlait en amont, on parle souvent des enfants et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, pour les parents, quoi.
Alors bon, on parlait tout à l'heure hein, de l'école des parents, il y a donc l'association de l'école des parents, il y a beaucoup d'ateliers de parentalité quand même qui sont organisés par des praticiens en éducation positive, en discipline positive, on en trouve un peu partout en France. Alors là, nous, avec Abil, on développe même des ateliers des grands-parents. Parce qu'effectivement, la posture du grand-parent, c'est aussi particulier, et face aux nouvelles générations, c'est pas toujours évident de s'adapter. Donc oui, il y a des choses qui se font. Et souvent aussi en lien avec des établissements scolaires, publics ou privés, avec cette volonté d'ouvrir au maximum pour que les parents qui sont intéressés puissent participer à des ateliers. Mais je ne sais pas s'il y a une fédération de parents ou ce genre de choses qui développe effectivement de manière plus visible ce genre d'activité. Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, c'est une initiative personnelle, en fait, soit du directeur d'établissement, soit du citoyen, en fait, qui décide de se lancer. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne, ouais. C'est un truc à faire. Ouais. Allons-y, créons. Mais oui, parce que, en fait, pour moi, c'est même déstabilisant, en fait, tu vois, de s'occuper uniquement des enfants, parce que si on oublie les parents et les enseignants, je pense qu'on fait, on passe à côté de quelque chose. En fait, dans mon idée, il faudrait vraiment englober tout le monde. Il faudrait trouver une solution pour vraiment englober tout le monde. Ouais. Alors, enfin, moi, je pense qu'on n'oublie quand même pas les parents. Il y a énormément de littérature. C'est pas un hasard hein, qu'il y ait autant de bouquins sur la parentalité. Il y a tout ce qui est psychologue, etc., qui accompagne beaucoup aussi les parents sur ces questions-là. Les enseignants, maintenant, dans les parcours de formation des enseignants de certains aspects, il y a aussi la dimension compétences psychosociales, etc., connaissance de soi. Même si, encore une fois, c'est pas suffisamment généralisé, on voit que c'est en train de se développer. Alors après, c'est toujours pareil en France. Enfin, faire quelque chose de global, c'est un peu compliqué, à moins de dire, tiens, hop, en Covid, on va tous vous prendre et on va faire une bonne bulle d'éducation positive. Donc, je pense que ça se fait à différents niveaux, mais on voit que c'est en train petit à petit de rentrer dans la société française quand même. Ouais. Tu nous disais, parmi tes nombreuses casquettes, que tu travailles aussi pour la Fabrique Spinoza, oui. qui tourne une grande partie de ses activités quand même autour du bonheur. Oui. Tu sais, j'ai réalisé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Tu peux nous dresser un portrait de ce que tu fais au sein de tout ça? Oui, ouais. Alors bon, je me suis un peu désengagée hein, maintenant de la Fabrique Spinoza, même si je reste présente et très très grande amie de la Fabrique Spinoza. Mais à partir de 2015, en fait, j'ai rejoint la Fabrique pour copiloter le groupe Éducation et Bonheur. Et donc, à ce titre-là, avec Gaël Brûlé et avec tout un groupe, avec Pascal Hague, avec Laure Reynaud, enfin toute cette bande-là, on a créé les ateliers du bonheur à l'école. Donc, on a fait 3 ou 4 éditions des ateliers du bonheur à l'école. Et l'idée, c'était un peu comme ce que tu fais avec le Festival pour l'école de la vie, de réunir en fait des innovateurs, des chercheurs, des acteurs du bonheur à l'école et du bonheur dans l'éducation. Donc, on y a pris énormément de plaisir. D'ailleurs, le groupe éducation continue. Hein, donc, moi, je fais partie en tant que consultante extérieure et amie. Mais si ça vous intéresse, où que vous soyez, il y a des groupes Fabrique Spinoza un peu partout. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fabrique Spinoza, fabriquespinoza.org, et vous trouverez certainement un groupe près de chez vous. Et si vous voulez organiser des ateliers du bonheur à l'école ou même des groupes de réflexion sur le bonheur à l'école, foncez. On sera toujours là pour vous épauler. Ça consiste en quoi, un atelier du bonheur à l'école? Alors, un atelier du bonheur à l'école, eh bien, ce sont des spécialistes ou des acteurs de l'éducation qui réfléchissent ensemble sur comment renforcer le bonheur à l'école, ou qui font des propositions ou qui partagent leurs pratiques pour renforcer le bonheur à l'école. Donc, par exemple, tu parlais tout à l'heure du riz, voilà, on les a fait intervenir, on a fait intervenir François Tadei, on a fait intervenir énormément de gens, Rebecca Shankland, etc. En fait, ça nous a permis de développer cette communauté autour du bien-être et du bonheur à l'école. Alors, sachant que la Fabrique Spinoza a un côté un peu universitaire, c'est vraiment un think tank. Donc, ce qui nous intéressait à ce moment-là, en tout cas moi, ce qui me portait vraiment, c'était d'avoir la démonstration par la recherche que le sentiment de bonheur avait aussi un impact sur l'envie d'agir sur la société. Bon, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Donc, c'est bon. Maintenant, j'agis encore plus. Et voilà. Donc, c'est ça, en fait. Hein, et donc, c'est ça. C'est des groupes de citoyens qui peuvent organiser des conférences, qui peuvent organiser des interventions dans les écoles.
en lien avec les autres acteurs sur un territoire. Par exemple, on parlait de la Fondation Sève, on les a fait intervenir aussi. Ils font un travail remarquable. Donc, on peut très bien imaginer de faire des ateliers en binôme avec les bénévoles ou les intervenants de la Fondation Sève. Enfin, tout est possible. L'idée étant, évidemment, quand on fédère les énergies, d'être encore plus fort et plus efficace. Mais par contre, la condition, j'ai envie de dire sine qua non, c'est que ça se passe dans une école. Non. Non, pas forcément. Non. Les ateliers du bonheur à l'école, la première année, on a fait ça à l'espace des Blancs-Manteaux dans le 3e arrondissement à Paris. 6 mois après, on a organisé des ateliers du bonheur à l'école à l'université à Nice. L'année d'après, on a fait ça dans le 19e, dans un établissement scolaire. Et l'année dernière, c'était à la mairie du 5e à Paris. Donc, c'est très variable. Non, le bonheur à l'école ou le bonheur dans l'éducation, ça nous concerne tous. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, l'idée de ces ateliers, eh bien, c'est de fédérer toutes les personnes de bonne volonté qui ont juste envie de se poser la question de comment renforcer le bonheur dans l'éducation. Alors, ça passe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par la connaissance de soi en tant qu'adulte, et puis aussi par toutes les bonnes pratiques qu'on peut partager, échanger, acquérir par l'échange. Oui, c'est clair. Alors, le bonheur, c'est une dimension qui est énorme. Enfin, moi, je l'ai vu dans le documentaire, l'étude, entre guillemets, que j'ai faite pour le film. C'est fou tout ce que ça englobe, en fait. Quand tu commences à réfléchir à cette question, et d'ailleurs, je vous invite à y réfléchir, c'est quoi le bonheur pour vous? Vous allez voir que finalement, ça englobe quand même beaucoup de paramètres. Et oui, pour moi, c'est tellement évident d'amener cette dimension. C'était un de mes objectifs d'ailleurs avec le film, c'était d'amener aussi les écoles à en parler parce que tu sais, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a 1 personne sur 4, quand tu l'interviews comme ça à vif, qui est impossible de donner une définition du bonheur. Ça commence à faire beaucoup, tu vois, 1 personne sur 4. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, on est tellement conditionné dans notre société que l'individu n'a pas le temps de se poser, n'a pas le temps en fait de s'occuper de soi pour réfléchir à des questions comme ça qui sont fondamentales. Et donc, si on prenait à la base, dès l'éducation, à amener, tu vois, cette conscience de réfléchir à des questions un peu comme ça, pourquoi pas dans des ateliers philo, par exemple, une fois de plus, je pense que ça changerait vraiment beaucoup de choses, quoi. Je pense aussi. Mais c'est là que les ateliers qui sont faits avec la Fondation Sève vont dans cette direction-là, finalement, puisqu'on apprend à se poser des questions vraiment sur le côté philosophique des choses, etc. Et puis après, tout le travail qu'on peut faire avec du Covidel ou avec d'autres, avec la Fabrique Spinoza, ou avec ce que tu fais toi aussi, Julien, ou ce que je fais avec Abil, effectivement, ça permet de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et ça rejoint aussi tout le travail qu'on voit se développer depuis quelques années sur l'ikigai, trouver son ikigai, trouver le sens à sa vie, le point où on va se réaliser. C'est exactement ça. Et c'est vrai que là, purée, il y a aussi encore beaucoup de travail. Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que, tu sais, comme je te disais, quand j'ai créé mon entreprise en 2003, on était très loin, en fait, j'ai envie de dire, de cette effervescence ou de ces prises de conscience qui s'accélèrent là d'année en année, de jour en jour. Le mot développement personnel, le mot yoga, le mot méditation, c'était très mal étiqueté. Et là, une fois de plus, je suis très positif parce que je vois vraiment que on va dans cette direction, que les gens maintenant parlent, on a des applications pour apprendre la méditation, tout ça, ça s'intègre même dans le monde de l'entreprise. Donc, je trouve ça vraiment très, très encourageant pour la suite, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un bon point d'entrée. Qu'après, ce qui est important aussi, c'est de travailler sur ces fameuses compétences d'avenir dont je parlais tout à l'heure. Et dans ces compétences d'avenir, il y a tout ce qui concerne les interactions, donc la relation à soi, la relation aux autres, la communication bienveillante, la communication positive, la relation à l'évaluation, s'évaluer, évaluer son travail, pas être toujours dans le détail de ce qui ne va pas, arriver à équilibrer les types d'évaluation, ça c'est aussi extrêmement important. Après, il y a tout ce qui est les compétences de développement, développer un projet, innover, chercher, tester, etc. Ensuite, il y a les compétences d'efficience. Par exemple, on n'apprend pas à l'école vraiment la gestion de projet. Non. Ben voilà. C'est quand même un truc incroyable. Ouais. Donc, tout ce qui concerne l'efficience aussi, c'est extrêmement important. Après, il y a tout ce qui concerne l'adaptation, donc on en parlait un peu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la personnalisation des apprentissages, la connaissance de soi, savoir épanouir les potentiels individuels, c'est-à-dire, par exemple, moi, je suis plutôt parfois intellectuelle et pas forcément dans le sport. Je ne vais pas être une grande sportive. Par contre, je suis aussi manuelle. Quelqu'un peut être très manuel et faire des choses magnifiques avec ses mains, et c'est aussi bien. Mais si à l'école, on lui dit, ah ben non, toi, tu vas devenir prof, ou toi, tu vas devenir chercheur, parce que c'est comme ça,
il va forcément pas se réaliser. Donc ça, c'est vraiment la compétence d'adaptation, c'est savoir identifier, c'est le fameux Ikigai. Alors après, il y a les compétences de soins. Donc ça rejoint la boussole du bien-être que j'avais présentée au congrès d'innovation en éducation l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le CARE en anglais, en psychologie positive. Et alors il y a la partie soins psychologiques, soins des émotions, mais aussi la question du soin du corps, évidemment. Donc il y a tout ce qui est yoga, méditation, etc. Et puis prendre soin des besoins psychologiques. Et les besoins psychologiques, c'est l'acceptation de soi, l'affirmation de soi. Bon, il y a évidemment, on connaît tous la pyramide de Maslow, mais il y a aussi la capacité d'agir, la confiance en soi et dans les autres, l'estime de soi et des autres, ça c'est extrêmement important. Et enfin, le dernier pilier de compétences, c'est les compétences de structuration, c'est-à-dire être capable de se dire, bah tiens, moi demain, je vais structurer un projet, je vais structurer ma vie, je vais prendre en main ma vie parce que je sais structurer, organiser, concevoir une gouvernance, choisir des règles de vie. Mais je pense que si on acquiert ces compétences-là, on a une éducation vraiment complète. Et aujourd'hui, ces compétences ne sont pas malheureusement enseignées. C'est ces fameux points dont tu me parlais en amont que tu as travaillé pendant le confinement, là, c'est ça? Alors en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille sur ces questions-là, mais oui, ce sont ces points-là que j'ai enfin abouti. Donc là, je vous ai présenté, enfin je t'ai présenté et je vous ai à tous présenté rapidement, et ça fait l'acronyme IDEAS. Donc en fait, c'est des idées, en fait, IDEAS en anglais, et c'est les compétences d'avenir. Et donc j'ai travaillé ces compétences un peu comme la boussole du bien-être. Je suis allée voir les compétences psychosociales, les compétences d'avenir du FMI, de l'OCDE, les compétences personnelles et sociales de l'Union européenne. J'ai essayé de mettre ça en forme pour que ce soit intelligible et que ça puisse en fait créer des carnets de compétences pour les gens qui ont envie de rentrer là-dedans. Et comment on se le procure? Alors en fait, on appelle Habile, on fait une formation avec nous. Donc là, notre prochaine formation en éducation positive va s'appeler Éduquer et devenir, acquérir les compétences d'avenir justement. Donc c'est une formation d'introduction et c'est un référentiel de compétences effectivement complet. On peut aussi appeler Habile, tout simplement. Je donne le numéro de téléphone? Tu peux, oui, bien sûr. Au 01 86 86 05 et 10, ou sinon vous envoyez un mail à contact@habileconseil.com. Et si vous allez sur le site aussi habileconseil.com, vous verrez, vous avez un petit jeu. Donc là, je vous ai révélé les compétences. Donc comme vous avez tout suivi, vous allez pouvoir jouer et vous aurez à chaque fois un cadeau. Puisque vous devez deviner la compétence et ensuite vous avez un cadeau et en fait il y a un pré-questionnaire d'auto-évaluation des compétences qui vous permet de vous situer et de commencer à vous dire tiens, je ne savais pas que ça je savais faire, ça je savais que je ne savais pas trop faire, est-ce que j'ai envie de développer ou pas, etc. Et donc c'est le point d'entrée en fait d'un parcours d'auto-formation ou de formation au choix avec Habile ou avec d'autres. Mais l'idée étant petit à petit d'avoir ce chemin pour construire sa progression personnelle et professionnelle. D'accord. Je remettrai les liens et ton adresse mail dans le descriptif de la vidéo, parce que c'est pas forcément facile à retenir comme ça, à mon avis. Ouais. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit avec toutes les compétences en fait que tu as pu apprendre, déceler à travers les livres que tu as écrits, etc. Donc tu nous disais que tu étais maman. Ouais. Est-ce que tu arrives à appliquer tout ça, toi, en tant que maman? Alors, c'est mon terrain de jeu, mon premier. Mon premier terrain de jeu, c'est moi. Ensuite, c'est mon couple. Et après, c'est mes enfants, bien sûr. Okay. Donc, oui. Ouais, vas-y. Alors, comment je fais? Ouais. Comment je fais? En fait, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui très, très autonomes, forcément, puisque j'ai le pilier d'autonomie. Donc, je leur fais énormément confiance depuis qu'elles sont toutes petites. Je les écoute beaucoup. Et je suis très claire, je leur propose des contrats et si elles disent OK, elles s'engagent aussi dans le contrat. Donc en fait, ça permet d'avoir une relation de confiance qui fait que si jamais elles n'honorent pas le contrat, si je leur dis t'as pas honoré le contrat, elles disent ah bah oui, là ça va pas. Et donc derrière, il y a réparation. Donc il y a autonomie. Donc si par exemple mes filles me disent je peux rester à Paris alors qu'elles sont quand même encore un peu jeunes, si je vois qu'il n'y a pas de Covid et que tout va bien et que je sais qu'elles vont bien se comporter, j'accepte. Parce que maintenant, elles ont 13 et 15 ans.
plus petites, elles faisaient aussi des choses toutes seules. Elles savent très bien faire la cuisine, par exemple. Enfin, elles sont très étonnées de voir que leurs copains ne font pas la cuisine. Elles mangent très équilibré parce qu'en fait, elles ont toujours eu accès à la cuisine. Et au couteau, et enfin, voilà. Donc, en fait, oui, j'applique totalement les principes de mon bouquin, effectivement, avec mes filles et avec la bénédiction de mon chéri. Et donc, du coup, tu peux mesurer que ça fonctionne, quoi. Et donc, je peux mesurer que ça fonctionne plutôt bien. Oui, oui. Alors bon, elles sont encore ados, hein, donc on va voir ce que ça va donner quand elles seront adultes. Mais le retour que j'ai effectivement des autres adultes qui m'entourent, c'est qu'elles sont quand même assez épatantes. Ouais, ouais. Et je pense que c'est très lié à l'éducation. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où on a une relation à l'enfant qui est une relation d'ouverture du champ des possibles, on permet à l'enfant de s'épanouir dans ce qu'il est. Donc, j'ai deux filles très, très différentes. Il y en a une qui veut faire des études très longues, l'autre, elle ne sait pas du tout. Et tout nous va. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur de notre part. Par contre, évidemment, on espère qu'elles seront heureuses. Et ça, pour l'instant, ça va plutôt pas trop mal. Et tu sais, moi, j'ai envie de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie. Oui. Si tu devais définir et si on devait imaginer les futurs de l'éducation, pour toi, ça serait quoi en fait une école de la vie? Ce serait quoi un modèle parfait en fait en termes d'éducation? Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas de modèle parfait. Ça, c'est déjà de base, comme ça on se sent mieux. Alors ensuite, je pense qu'effectivement, quand on parle d'école de la vie, ça veut dire que une école pour moi qui serait l'école idéale, et donc que moi j'idéaliserais et que voilà, c'est une école où on fait la cuisine, on peut faire la cuisine, c'est une école où on fait le ménage, c'est une école où on peut accéder à la pratique artistique à tout moment. Alors c'est un peu chez moi hein, quelque part, il y a un piano, tu as entendu tout à l'heure, il y a de la peinture en libre service, il y a accès à Internet totalement librement. Donc, j'ai plutôt que interdire l'accès à Internet à mes filles ou à contrôler au maximum. On parle très régulièrement des dangers d'Internet, etc. Et donc, dès qu'il y a un truc bizarre, voilà, on en parle. C'est une école où on peut dépenser de l'argent, acheter et vendre, un peu comme chez Freinet. Donc, pour reprendre l'exemple de mes filles, elles prennent ma carte bleue régulièrement depuis qu'elles ont 10 ans. Okay. Et une fois, ma fille cadette a fait une erreur sur un site internet et elle a dépensé 300 € sans faire exprès. Et elle est venue me voir terrassée en larmes en me disant « Maman, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai dépensé 300 €. » J'ai dit « Bah écoute, en plus, on pouvait dépenser d'un coup, mais il fallait annuler petit bout par petit bout. » Donc, elle a passé 3 heures à annuler toute sa petite commande. Enfin, voilà. C'est une école où évidemment on apprend aussi, on peut voir des films, on peut découvrir l'histoire, enfin toutes les matières qu'on connaît aussi dans l'éducation classique. Je pense que c'est important qu'elles soient là. Je pense que il y a un petit mouvement de dénigrement où on dit oui, c'est pas bien, on apprend des choses inutiles à l'école et tout. Je serais pas aussi sévère parce qu'on voit bien avec les sciences cognitives que les exercices qu'on fait faire aux enfants à l'école c'est extrêmement précieux pour la construction mentale et pour le bon fonctionnement cognitif. En revanche, je pense que c'est trop déséquilibré. Donc, dans cette école idéale, eh bien, il y aurait aussi évidemment du yoga, il y aurait des ballons de gym, il y aurait ce qu'on voit dans certains établissements, des vélos pour qu'on puisse apprendre en faisant du vélo, mais il y aurait aussi un jardin des parfums, un jardin des saveurs, la possibilité d'aller dans la nature au maximum. La possibilité d'écouter et de faire de la musique, c'est extrêmement important. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très complet. Et puis, je reviens sur la qualité relationnelle, donc une relation de respect de l'adulte, d'écoute de l'adulte, et en même temps d'exigence de même qualité relationnelle de la part de l'enfant. Et ça, c'est, on va dire, l'idéal. Tu crois que c'est faisable? Bah, carrément, bien sûr. Encore une fois, je crois qu'on fait ce qu'on peut, mais oui, je pense que c'est réalisable dans notre imperfection. Donc, en sachant que même si on veut des relations magnifiques, parfois on est fatigué, on est de mauvaise humeur et on dérape.
et on dit des choses blessantes sans vouloir, par exemple, bon, ben, dans ces cas-là, on réalise, on s'excuse et ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Voilà. Après, pour moi, ce qui est plus grave, c'est une éducation, finalement, on ne se remet pas forcément en cause. C'est une éducation dans la privation de certaines choses que peut demander l'enfant. Par exemple, j'ai vu des enfants demander, alors que les parents avaient les moyens, un livre à leurs parents, et les parents dire aux enfants, toi, tu n'aimes pas lire. Ouais, d'accord. Ben, là, on est à l'antipode, à l'antithèse de ça. Donc, je pense que les difficultés sont là aussi. C'est finalement dans la projection en tant que parent qu'on peut mettre dans l'éducation des enfants, ou en tant qu'enseignant, ou qu'éducateur, etc., quoi. C'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. C'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, absolument. Comme le fait de mettre les enfants dans les cases, de dire bah, toi, tu es bon en maths, toi, tu es bon en français, toi, tu es nul en maths. Après, il y a toute la question de la notation. Là aussi, moi, je n'ai pas forcément d'avis tranché. Je pense que certains élèves ont besoin d'être notés, d'autres n'ont pas besoin d'être notés, ou surtout, ils ont besoin de ne pas être notés. Mais en revanche, si la note devient un jugement de valeur, ça pose problème. C'est clair. Ouais, c'est clair. Je vois que le temps filoche. Ah oui? Si on a envie de t'aider, si on a envie de participer à ce que tu fais, comment on peut faire? Alors, si vous avez envie de participer, alors c'est marrant parce que après notre petite discussion tout à l'heure, je me disais il faudrait qu'on crée l'Union des pionniers. Alors je suis allée vérifier sur Internet, l'Union des pionniers, ça a été créé par les communistes dans les années 20. Donc c'est pas bon. Mais moi je pense que moi ce que j'aimerais c'est vraiment poursuivre la création de mouvements d'innovateurs. Voilà. Donc ce que tu fais et peut-être continuer. Donc eh ben, ça veut dire passez-moi un coup de fil, rejoignez-moi le Festival de la Vie, et puis peut-être créons des nouveaux ateliers de l'innovation à l'école. En fait, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans le paysage de l'innovation éducative en France. On en parle très souvent avec Laetitia Sauvage, avec qui on va co-animer la formation Éduquer et Devenir. On se dit, il manque encore un endroit pour que tous les gens de bonne volonté qui veulent innover pour l'éducation simplement puissent se rassembler, que ce soit pas juste sous la bannière bonheur, mais plus largement sous la bannière innover de manière large. Alors effectivement, j'ai lu, c'est très Montessori, oui, j'adore Montessori, elle est juste magnifique, mais ça peut être aussi du Freinet, donc avoir les gens d'ISEM, ça peut être du Steiner avec l'approche artistique, ça peut être aussi tous les gens même de la EdTech qui apportent des choses fantastiques. Enfin voilà, je pense que, et puis évidemment tout le courant du bien-être, du yoga, enfin je pense qu'il manque encore ça. Alors peut-être Julien, il faut qu'on fasse ça ensemble. Ouais, tu sais, en fait, nous, c'est ce qu'on fait avec le Festival pour l'école de la vie, hein. Et le congrès Innovation de l'éducation, c'est là où on est très content, c'est qu'on arrive justement à réunir toutes ces personnes qui ne se voient pas pendant l'année et qui pendant 3 jours pendant le festival ou 2 jours au congrès ont l'occasion justement de pouvoir se rencontrer, d'échanger, pourquoi pas de créer des choses après par la suite. Oui, mais ça reste événementiel. Ok. Toi, tu voudrais quoi alors? Eh ben moi, je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir en fait des groupes d'entraide, de soutien, de partage. Donc c'est en fait la suite logique de ce que tu fais qui est juste remarquable, mais qui permet d'ancrer peut-être plus dans le quotidien et qui fasse que certains innovateurs se sentent moins seuls. Ok. Et donc, voilà. Donc, c'est une bonne idée en fait, qu'il y ait une continuité. Oui. Tout le long de l'année, oui. Avec des groupes qui puissent se constituer. Ouais. En fait, c'est ce que j'avais fait avec l'agence Néo Bien-être que j'ai créée, qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Pendant 6 ans, j'ai organisé comme ça des rencontres tous les mois, en fait, pour les fédérer justement dans des lieux spécifiques, avec pour objectif ça, en fait, tu vois, de se dire, voilà, si on se voit régulièrement, si on est amené à être en contact de manière assez régulière, il se peut qu'on puisse créer, en fait, de par nos complémentarités, des choses ensemble. Effectivement, dans le monde de l'éducation, ça serait chouette qu'il y ait des initiatives un peu similaires. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça manque en fait. Et il y a un vrai besoin qui est exprimé. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Ça, et puis évidemment aussi venir à mes formations, faire parler d'Habile, etc. Mais donc, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Je pense que ce serait très précieux, effectivement. Je vais y réfléchir. En tout cas, moi, j'ai déjà la logistique parce que je l'ai fait pendant 6 ans avec des thérapeutes. Bien sûr. C'est sûrement applicable avec le monde de l'éducation. Hein. Ok. Je vais réfléchir à tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Mélusine. Je t'en prie, Julien. Et merci à tous qui nous avaient suivis.
Merci à vous. Passe une belle soirée, Mélusine. Belle soirée à toi également. À très bientôt. À très bientôt. Salut Julien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, c'était donc Mélusine Herlé. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo les liens et son adresse email pour rentrer en contact avec elle. Vous avez vu, elle a encore beaucoup de choses à dire, hein, Mélusine. Bon, bah, c'est 1 heure, ça passe très très vite. Je pense qu'on pourrait discuter à chaque fois des heures et des heures comme ça avec les invités. C'est toujours très sympa. Alors, mardi prochain, à 19h30, je serai en live avec Marine Février-Desmond. C'est la première doctoresse en bonheur. Donc, elle a fait tout un doctorat comme ça autour du bonheur. Et c'est une personne que j'ai rencontrée pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Pareil, avec qui je me suis très bien entendu. Et je trouvais ça étonnant, en fait, qu'il y ait un docteur en bonheur. Et donc, bah, depuis, il y a à peu près 5-6 ans qui sont écoulés. Elle a écrit plusieurs livres. Elle donne des conférences un petit peu partout dans le monde, dans les écoles et aussi dans le monde de l'entreprise. Donc, la semaine prochaine, on parlera bonheur. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous laisser, comme d'habitude, avec la bande-annonce du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. À très bientôt. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parents, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.